montrer déjà le document qui est disponible sur Moodle et qui synthétise les symboles utilisés dans la VSM. Vous voyez mon écran également? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, vous allez trouver qu'il y a des symboles qui ont, ça veut dire l'écriture en bleu et en rouge. Tout ce qui est en bleu, ça concerne les symboles utilisés pour le flux physique. Donc, par exemple, à ce niveau-là, vous voyez le processus, on le représente comme ça. Par exemple, ici, le processus d'assemblage. Et une source extérieure, que ce soit le fournisseur ou le client, donc avec ce deuxième symbole. La boîte des données, c'est juste des colonnes. D'autres, les moyens de transport qu'on peut utiliser, vous les voyez ici, entrepôt, magasin, le quai de dispatching, ça veut dire les quais là où on va répartir la matière première. Le stock, donc ça, on l'a déjà vu. Puis donc, il y a les déplacements. Lorsqu'on veut représenter le déplacement de flux physique en flux poussé, donc on va mettre cette flèche avec hachuré. Et s'il y a déplacement des produits finis, on va utiliser celle-là. Là, il y a un symbole de tournée. De toute façon, vous allez le trouver là lorsqu'on va traiter des VSM. Vous n'allez pas le comprendre tout de suite comme symbole. Sur le supermarché que nous avons vu aujourd'hui, là, c'est juste un symbole de prélèvement de matière. Lorsqu'on va prélever de la matière, on va mettre ce symbole-là. Généralement, il se fait à côté des dépôts de stockage, le couloir FIFO, etc. Donc ça, c'est pour le flux physique. Pour le flux d'information, c'est alentour de ce qu'on traite au niveau de ce flux d'information. Par exemple, gestion de production, AMRP, ce symbole-là. S'il s'agit d'un flux d'information manuel, papier, donc c'est une flèche comme ça. C'est non. S'il s'agit d'un flux d'information électronique, c'est ce deuxième symbole, donc flèche en zigzag. Si on veut afficher une information, c'est un rectangle. Combien de production n'est pas assuré, combien de prélèvement assuré, etc. De toute façon, vous allez trouver d'autres symboles qu'on a utilisés et qu'on n'a pas utilisés. Par exemple, pour aujourd'hui, donc on va utiliser également le symbole de lissage de la charge. Donc on va le voir dans la suite. Donc, il y a le flux physique, flux d'information, puis ils ont rajouté un flux ou des informations générales. Le symbole de l'opérateur, le symbole des chantiers d'amélioration, ce qu'on appelle les améliorations Kaizen. On va le revoir dans la suite également. Problème de qualité, on peut mettre ce symbole-là. Puis la ligne du temps, comme nous l'avons déjà vu. Le temps de cycle. Donc avec que ce soit en haut ou là en bas. Et les détails de chaque symbole, vous allez le trouver dans la suite, que ce soit pour la matière, le flux physique. Donc vous allez trouver les explications
Puis pour l'information, vous allez trouver les explications. Et la même chose pour les symboles qui sont généraux. Donc il fallait le consulter pour voir les symboles utilisés dans une cartographie de la chaîne de valeur. Alors dans le même sens, donc il y a des logiciels qui nous permettent de schématiser la VSM. Parmi ces logiciels, on peut trouver celui-là qui s'appelle Hydromax. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir le coin qui est en Undershare Hydromax. Donc, il y a une version gratuite démonstrative, tout simplement. Donc, il y a la version payante. Donc, vous pouvez de toute façon utiliser cette version. Vous pouvez la télécharger facilement. Donc, il faut juste mettre Hydromax sur Google, puis donc vous allez chercher le lien de téléchargement. Alors, pour trouver, donc c'est un logiciel qui intègre plusieurs représentations et plusieurs possibilités pour schématiser, modéliser dans les domaines d'ingénierie ou là, dans même d'autres domaines. Alors, pour le cas de la VSM, il fallait se mettre dans Affaires. Et là, vous allez trouver Fonctions générales, IT, ingénierie, éducation et plus. Donc, vous allez choisir Affaires. Une fois que vous allez télécharger le logiciel, choisissez Affaires. Et dans Affaires, vous allez trouver plusieurs onglets. Gestion de projet, gestion d'entreprise. Et parmi ces onglets, vous allez trouver gestion de qualité. Donc, vous allez cliquer sur gestion de qualité qui va ouvrir d'autres onglets qui représentent les possibilités en termes de diagrammes et de schémas au niveau de la gestion de la qualité. Et parmi ces possibilités, vous allez trouver cartographie des flux de valeur. Alors, c'est ça, ça veut dire l'arborescence. Affaires, gestion qualité, et dans gestion qualité, vous allez trouver cartographie de flux de valeur. De toute façon, si vous avez téléchargé avec une version, ça veut dire anglaise, c'est la même chose. Vous allez trouver business, quality management, puis donc VSM. Et dans ce cas-là, vous allez trouver l'espace qui est réservé pour la cartographie de la chaîne de valeur. Donc, si je prends par exemple celle-là, donc vous allez trouver un modèle déjà prêt à être utilisé. Puis donc, il y a une bibliothèque des symboles à ce niveau-là. Donc, c'est celle-là qui est en bas. Et il fallait tout simplement faire glisser les symboles vers cet espace. Surtout lorsque vous allez travailler avec le modèle vide. Donc, c'est très simple. Il fallait juste faire glisser les symboles de la bibliothèque vers cet espace-là pour dessiner et faire le tracé de votre VSM. Donc, essayez de télécharger le logiciel et également faites même le même schéma de la VSM que j'avais mis sur le cours. Donc, c'est celle-là que vous allez trouver à ce niveau-là. Je reviens. Donc, celle-là. Donc, essayez de tracer cette VSM en utilisant le logiciel. Donc, c'est un logiciel parmi d'autres. Donc, si
Si vous avez pu télécharger d'autres logiciels, vous pouvez les utiliser. Alors, comme travail à faire chez vous, donc après le cours, donc téléchargez un logiciel, y compris celui-là, et faites comme premier travail le tracé de la VSM que vous allez trouver dans le cours. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, je reviens à notre objectif pour aujourd'hui. Alors, une fois nous avons appliqué la deuxième et la troisième directive, donc je répète, les processus de production, ça se trouve relié. Il y en a, donc nous avons soit mais le flux continu ou le flux tiré. Ça veut dire qu'il y aura des relations entre chaque maillon des processus ou là, de notre chaîne de production. Alors, dans ce cas-là, on a la possibilité de piloter la chaîne de production à partir d'un seul processus. C'est le processus régulateur, le pacemaker. Donc, c'est lui qui va rythmer le travail de la chaîne de production. Alors, c'est ça ce qu'on va traiter dans cette quatrième directive. Piloter la production suivant le processus régulateur. Alors, on va voir comment on va identifier ce processus régulateur. Alors, pour l'identifier, pour le repérer, le processus régulateur, donc parmi les règles qui ont été développées par les experts qui ont mis en place la VSM, donc ils ont proposé que le processus régulateur doit être situé en aval de la dernière zone de stockage de la chaîne de valeur. Donc, ça veut dire, si vous allez trouver une zone de stockage, par exemple, ça c'est le symbole d'une zone de stockage, dépôt de stockage. Le processus régulateur, c'est le processus qui se trouve juste après. Donc, c'est ça, notre processus régulateur. Processus régulateur. Donc, le processus régulateur, il est situé en aval de la dernière zone de stockage. Ça veut dire que vous allez chercher quelle est votre dernière zone de stockage. Vous allez trouver, il y a plusieurs zones de stockage. Vous allez choisir la dernière et vous allez repérer votre processus régulateur. Ça, c'est la première chose. On va le voir sur un exemple tout de suite. Je vais ignorer ça. La deuxième règle, le processus régulateur, pardon, le processus régulateur a un rythme inférieur ou égal au tactile. Donc, ça veut dire pour qu'on puisse travailler avec un processus comme étant un processus régulateur, il fallait que son rythme de production ou là, son temps cycle time, il doit être inférieur au tactile. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce régulateur? Il va tirer l'ensemble de la chaîne. Et on a dit que la chaîne, elle est liée. C'est comme une seule entité.
Il va tirer l'ensemble de la chaîne et déterminer quoi produire, quand et quelle quantité. Donc, il va imposer ce qu'il faut faire. C'est quoi la référence qu'il faut produire, quand il faut la produire et avec quelle quantité. Alors, dans deux cas, ils vont se présenter. Alors, est-ce que c'est la première et la deuxième, celle-là et celle-là? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Hmm? monsieur, Oui? s'il vous plaît, lorsqu'on dit zone de stockage, c'est-à-dire les deux types, soit un supermarché, soit un couloir FIFO. Non, de toute façon, on va trouver toujours, il y a, même avec les couloirs FIFO, et par la suite, vous allez trouver qu'il y a, ça veut dire, on ne va pas imaginer, euh, d- à ma connaissance et selon le contexte industriel, tous les processus reliés juste avec des couloirs FIFO. À un moment donné, vers la fin, il doit y avoir un dépôt de stockage. Ça veut dire pour l'expédition, au moins une zone dédiée pour ça. Ça veut dire on va considérer le dépôt de stockage, ce n'est pas le couloir FIFO. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Si on n'a pas, pour la dernière zone de stockage, si on n'a pas un processus en aval, c'est-à-dire c'est le client de l'entreprise qui va contrôler le flux. De toute façon, on n'aura pas même cette possibilité. Il doit y avoir toujours un dépôt de stockage au sein de l'entreprise. Maintenant, au moins, on aura les quais d'expédition, donc c'est un dépôt de stockage. Et même l'assemblage final, une fois vous aurez les couloirs FIFO, vers la fin, vous allez assembler des pièces. Lorsque vous allez assembler des pièces, vous aurez besoin de les mettre dans un dépôt où vous pouvez faire l'assemblage final. Alors, c'est pour cette raison-là, il y a deux possibilités. Si nous avons les couloirs FIFO et si nous avons les dépôts de stockage à part. Donc, on va voir les deux cas. Alors, pour le premier cas, si nous avons donc production entièrement basée sur des fliteries, ça veut dire avec des dépôts de stockage comme vous le voyez, ici, ici. Alors, on va raisonner selon la première règle qui dit que le processus régulateur, il se trouve en aval, ça veut dire après la dernière zone de stockage. Alors, on va commencer notre chaîne de valeur, la chaîne de production dans ce sens-là. Voilà le premier dépôt de stockage, voilà le deuxième. Il n'y a que ces deux dépôts de stockage. On va appliquer la règle. Le processus régulateur, ça se trouve en aval, donc c'est celui-là. Nous avons le dernier ou la deuxième zone. La deuxième, ça veut dire le deuxième dépôt de stockage. Alors, le processus régulateur est le dernier processus avant l'expédition. Et surtout ça, c'est typique pour l'assemblage final. Ça veut dire que vous allez trouver que à chaque étape, on met des produits jusqu'à la dernière étape qui va faire l'assemblage de toutes les pièces. Donc, c'est le processus 3 qui va être le processus régulateur.
Une façon, c'est légitime, puisque ça va être le dernier poste. Et là, on va vraiment réaliser le produit final avec l'assemblage de plusieurs pièces faites par les processus qui se trouvent en amont. Alors, le rythme, il va être imposé à partir de ce poste-là. Alors, ça, c'est le premier cas. La production entièrement basée sur. Donc, ça, c'est le premier cas. Alors, donc, on va passer au deuxième cas. Ça veut dire, vous voyez qu'il n'y a pas de couloir FIFO à ce niveau-là. Donc, entièrement basé sur des données privées. Je ne sais pas, j'ai un problème de connexion. Marche. Il faut se connecter avec. Donc, s'il vous plaît, il faut se connecter avec votre email institutionnel. Alors, je ne vais pas arrêter chaque fois le cours pour vous donner l'accès. Est-ce que c'est clair? Dès qui s'est connecté, qui vient de se connecter. Alors ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas, donc nous aurons un processus relié par deux couloirs FIFO jusqu'à l'expédition. Donc, nous avons le premier processus, deuxième, troisième, jusqu'à l'expédition. Donc, avant l'expédition, il n'y a que des couloirs FIFO. Alors, dans ce cas-là, nous avons un dépôt de stockage. Alors, imaginez que nous avons, avant le processus 1, plusieurs postes qui sont reliés avec des dépôts de stockage. C'est la même chose. Ça veut dire on va chercher, toujours c'est la même règle, on va chercher le dernier poste de dépôt de stockage. En aval de celui-là, ça se trouve le régulateur. C'est le processus 2. Donc, le processus régulateur se trouve cette fois-ci en amont de la chaîne de valeur. L'entrée de la chaîne. Elle se trouve en amont. Le reste, c'est des couloirs FIFO. Fait le sens. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Ça se trouve le dernier. Le dernier dépôt de stockage, ça se trouve en amont. Donc, c'est pour cette raison-là, le processus régulateur, il est plus proche de l'entrée de la chaîne de valeur. Donc, on a appliqué la règle, chercher le dépôt de stockage, et après ce dépôt de stockage, on va trouver le processus régulateur. Et c'est le cas typique de la fabrication à la commande. Vous allez trouver ça typiquement lorsque nous avons donc une production qui se fait à la commande, une fabrication personnalisée.
Alors, est-ce que c'est clair? Donc, de toute façon, j'ai rien rajouté, c'est juste j'ai appliqué la règle. Il faut mettre le processus régulateur en aval de dernier dépôt de stockage. Et nous sommes dans le deuxième cas. Monsieur, j'ai pas compris la relation entre le cas de fabrication à la commande avec le processus régulateur pour cet exemple. Et ça se trouve que ce schéma-là, c'est typiquement la fabrication à la commande. Mais le processus régulateur, il est là. Comme le cas, un autre schéma, le processus régulateur, il est là. Et on se trouve dans le cas de l'assemblage final. Ça veut dire il y a une relation entre processus régulateur ou soit le cas d'assemblage final ou là, à la commande. Rire, on précise, ça veut dire si j'élimine ça, ça va rien, ça veut dire ça va rien changer pour le processus régulateur. Le processus régulateur, il est toujours en amont, en aval de dernier dépôt de stockage. C'est la même chose ici. Comme c'est le cas de l'assemblage final, ça se trouve toujours en aval de le processus régulateur. Ça veut dire, je sépare les deux. Mais dans la pratique, le cas c'est le cas de l'assemblage final. Ou le deuxième cas, c'est le cas de la fabrication à la commande. Nous avons reçu une commande, donc on va faire le travail sur cette commande-là, puis donc on va générer le flux jusqu'à l'expédition. Et typiquement parlant, l'industrie, vous allez trouver ce cas-là, il est compatible avec la fabrication à la commande. C'est juste, nous avons donné le nom là de le cas, mais rien à voir avec comment on va positionner le processus régulateur. La règle, c'est toujours la même. D'accord, monsieur, merci. Monsieur, Oui. j'ai pas bien saisi le poste régulateur. À quoi faire? C'est quoi son rôle? Oui, Ah, le rôle de Yalo, c'est la deuxième règle. Et le processus régulateur, c'est lui qui va déterminer quoi produire, quand et quelle quantité. Donc, هو qui pilote, هو اللي كيتحكم في la chaîne. d'accord. يعني à partir de ce poste-là, on va donc définir la référence à produire, quand on va la produire et à quelle quantité. Ça veut dire les ordres de fabrication, lorsqu'on va les recevoir, ils vont être définis à partir de le poste. Et dans ce cas-là, si on va revenir à la VSM sans, ça veut dire système avec un processus régulateur, on aura ce schéma. Donc je reviens à ce schéma-là. Alors, par rapport à ce schéma-là, chaque poste, il va recevoir ce qu'il faut faire comme ordre de fabrication. Et séparément, on a un contrôle de production, donc chaque poste, il va recevoir l'ordre de fabrication qu'il doit faire séparément des autres. Et celui-là, il va faire son travail, celui-là, il va faire son travail, celui-là, il va faire son travail. Lorsqu'on va mettre le flux tiré, que ce soit avec des pots de stockage ou avec des couloirs FIFO, on va tout transformer. Ça veut dire le schéma ADA, il va se transformer. Au lieu qu'il soit comme ça, donc je vais juste effacer ce que j'avais mis, que j'ignore. Là, je conserve, j'ignore de toute façon.
le contrôle de production, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez que le couloir FIFO, le processus régulateur, une fois nous avons fait le flux tiré, etc., ça se trouve que c'est celui-là. Je vais. Ah ben ouais, le processus régulateur. Alors, on ne va pas mettre les ordres de fabrication d'une manière individuelle pour les postes qui se trouvent en amont. Donc, les ordres de fabrication, ils vont être centralisés à ce niveau-là. Il y en a un qui va rythmer la production et qui va imposer la référence qu'il faut produire, la quantité et à quel moment. علاش؟ لأن la chaîne elle est liée. يعني un seul poste il va commander la chaîne de production. Donc c'est ça le rôle du processus régulateur. Il va imposer son rythme de travail à la chaîne. Et on va piloter la chaîne à partir de ce poste-là. يعني les ordres de fabrication, ils arrivent لهذا البوست هذا. De toute façon, les rééconomes les combons par la suite. Merci, monsieur. J'ai compris. Monsieur, Oui. donc si on adopte cette méthode de processus régulateur, on n'a pas besoin de par exemple, prendre la technique de first in, first out pour la capacité maximale. Déjà, le poste régulateur, c'est la même chose que la technique. Non. Pas du tout. Lorsqu'on va dimensionner les couloirs FIFO, alors on va les dimensionner sur la base de ce qui est imposé par le processus régulateur. Non? C'est une suite de toute façon. C'est une élimination. Ça veut dire lorsqu'on va mettre le couloir FIFO, qui va imposer le rythme du travail, à quel moment ils vont travailler avec cette capacité, avec ces couloirs, c'est le processus régulateur. On va les éliminer. C'est le cas. On ne va pas éliminer ce qui va être mis. Imaginez que vous avez 3 couloirs FIFO par la suite. Non? Oui, monsieur. On a déjà dimensionné à quel moment ils vont travailler, la quantité, etc. On l'a déjà. Ça veut dire, si on va changer comment il travaille le processus régulateur, on va changer même la capacité. D'accord, monsieur. Ça n'élimine pas déjà ce que nous avons comme fonctionnement des couloirs FIFO ou les dépôts de stockage. Vous allez imaginer que vous avez un processus par lequel on fait le pilotage de toute la chaîne. Les ordres de fabrication qui osent avec le processus et la répartition du travail, il va se faire la planification. Là, le planificateur qui fait son travail, il va se baser sur avec le processus. Imaginez une capacité limitée, avec la capacité limitée, il va rythmer le travail بالنسبة le reste. Alors ça, c'est les deux cas qu'on peut trouver dans la détermination du processus régulateur. Donc, une remarque qui dit plus le processus régulateur se trouve en amont de la chaîne de production et plus la réactivité de la chaîne diminue. Alors, chaque fois que vous allez trouver que le processus régulateur, ça se trouve en amont, et est plus proche de l'entrée de la chaîne, la réactivité de la chaîne, elle diminue. C'est le cas et c'est l'inconvénient principal des couloirs FIFO. Le deuxième cas, tout simplement.
je vais ignorer. Et dans ce cas-là, le processus régulateur, ça se trouve en amont, yani plus proche de l'entrée. Imaginez qu'il y a 3 ou 4 processus FIFO par la suite, donc on va écouter l'entrée de la chaîne. Il est dans l'entrée, il est en amont. Ça, c'est un inconvénient parce que donc, ça va diminuer la réactivité de la chaîne. Alors, pourquoi, à votre avis, ça va diminuer la réactivité de la chaîne, alors que pour ça va pas être le même problème. Et dans le premier cas, le processus régulateur qui est plus loin de l'entrée, ça veut dire que ça se trouve vers la fin, c'est en aval de la chaîne de valeur. Ou dans le cas du couloir FIFO, ça se trouve plus proche de l'entrée, ça veut dire en amont. Pourquoi dans ce cas-là, la réactivité de la chaîne, elle va diminuer? Monsieur, si par exemple on a la capacité de le couloir FIFO est minimale, va être influencée sur les autres capacités des autres couloirs. J'ai pas pensé à ça, mais ça peut être également une raison. Monsieur, vu Oui. que le processus régulateur permet de tirer les processus en amont, donc il aura plutôt de l'impact sur les processus qui viennent avant lui, mais pas sur les processus qui viennent après lui. Ça, c'est intéressant, oui. Et également, il ne faut pas oublier sa position par rapport au client. Une fois, ça se trouve plus proche ou plus loin du client. Alors, à ce niveau-là, est-ce que ça se trouve plus proche ou plus loin du client? Plus loin. Plus loin. Et là, Plus proche. C'est le dernier processus de la... également, c'est ça qui va, à part ce que vos collègues ils ont évoqué, ça justifie que la réactivité de la chaîne diminue une fois on le trouve en amont. Donc, on n'aura pas une réactivité intéressante de la chaîne. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, lorsqu'on parle d'une réactivité, une réactivité en termes de quoi? Aux variétés de la demande, par exemple? variété de la demande, problème, ça veut dire si on veut changer, s'il y a un problème de qualité, on veut réagir, ça veut dire toutes les aléas. Il est réactif par rapport aux aléas et par rapport même à la demande du client, D'accord. des deux. Donc, comme ça, on a terminé avec la 4e directive. Puis donc, on va passer à la 5e directive. Et je précise que lorsqu'on arrive à la 4e directive, c'est déjà un niveau de performance, ça veut dire très important. Vous n'allez pas trouver que la majorité des industries, donc, il arrive donc au pilotage de la production selon un processus régulateur. Ça va leur demander tout un travail sur la performance de la chaîne. Alors, la 5e directive, c'est le lissage de la charge. Donc, nous avons déjà traité partiellement ça dans le 2e chapitre, si je me rappelle, avec la méthode IGNK. Donc, on va reprendre ça dans la VSM et on va rajouter un complément. Alors, je vais contextualiser l'intérêt de lissage de la charge. De toute façon, ça vous l'avez déjà, que ce soit vu avec moi dans la méthode IGNK ou même, je pense, la gestion de production.
Alors, dans un système de production traditionnel, le souci principal, c'est qu'on cherche des économies d'échelle. Ça veut dire on va produire le maximum pour arriver donc à réduire le coût unitaire et le coût de revient des produits. Ça, c'est intéressant. De toute façon, on ne va pas dire que ce n'est pas intéressant. Mais il a des avantages et il a des inconvénients. Alors, on cherche l'économie d'échelle et la minimisation des temps de changement de série. À travers quoi? À travers la fabrication des tailles de lot importantes. Ça veut dire on va fabriquer un grand lot, comme ça on n'aura pas un problème de temps de changement de série. Ça veut dire si j'ai un problème de temps de changement de série, je cherche à le résoudre entre parenthèses à travers une production importante, comme ça je fais moins de changements. Donc, à travers la fabrication d'une taille importante pour une même variété de produits. Par exemple, le produit A, je réserve un jour pour le faire. Le produit 2, c'est le deuxième jour. Et le produit 3, c'est le troisième jour. Donc, comme ça, je ne vais pas me casser la tête avec des changements qui consomment du temps. Alors ça, c'est une solution qui n'est pas la meilleure solution. Et le résultat, qu'est-ce qu'on va générer? Une grande variabilité pour les processus fournisseurs. Donc, c'est les MORA. Également, il y aura une surproduction. Généralement, lorsqu'on travaille avec le souci d'économie d'échelle et on va générer des lots qui sont de grande taille, ça va générer de la surproduction. Nous avons un problème de flexibilité. On ne peut pas être à l'aise avec le changement de la demande. Il y en a. Une fois nous avons une demande variée, on ne peut pas répondre à cette demande parce que donc notre temps de changement de série sera un handicap, comme nous l'avons de toute façon vu dans le chapitre de la méthode SMED. Donc ce sont les soucis qu'on aura avec la méthode traditionnelle. Problème de flexibilité, problème de variabilité du processus fournisseur et problème de surproduction. Et on peut arriver parfois même à avoir un effet perturbateur qui s'appelle l'effet de coup de fouet. Ce qu'on appelle le bullwhip effect. Bullwhip effect. Donc, on ne va pas la prononcer. Bullwhip effect. C'est quoi ce coup de fouet? C'est une amplification très importante des variations de la demande au fur et à mesure que l'on s'éloigne du client final. Donc, ça veut dire, une fois on s'éloigne du consommateur final ou le client final, il y aura une amplification de la demande. Le schéma, il va vous permettre de voir ça clairement. Donc, une variation à ce niveau-là, ça va générer des amplifications des stocks, des dépôts de stockage lorsqu'on passe d'un processus à un autre, voire lorsqu'on passe d'un fournisseur à son fournisseur. Ça veut dire si l'amplification, il arrive vraiment au fournisseur des fournisseurs.
Donc, cette petite variation qui se trouve à ce niveau-là, il peut générer une amplification des stocks lorsqu'on va s'éloigner dans ce sens-là. Ça, c'est à l'intérieur de les unes, donc d'un processus à un autre. Donc, si l'effet il est très important, on peut le voir même depuis le consommateur jusqu'à les entrepôts intermédiaires, jusqu'à les unes. Donc, ça veut dire c'est sur toute la chaîne, sur toute la supply chain, la chaîne globale logistique. Une variation à ce niveau-là, ça va générer une amplification dans les autres. Alors, quelles sont les causes principales qui peuvent générer ce phénomène perturbateur? Parmi ces causes, donc je vais citer quelques causes. Dont le premier, c'est celui-là. Manque de fiabilité et de précision des informations. Si la demande prévisionnelle elle est éloignée de la demande réelle. Alors, ce qu'on a prévu, ce n'est pas ce qu'on a réellement, ça veut dire ce qui est réellement arrivé. Ou parfois même des erreurs et des anomalies au niveau de livraison. Livraison des fournisseurs qui ne correspond pas à la commande formulée par le client. En fin de compte, c'est manque de fiabilité, de précision des informations. Donc, nous avons reçu une information qui n'est pas fiable, ce qui va générer ça veut dire des stocks qui vont s'amplifier au fur et à mesure qu'on s'éloigne du poste consommateur. Manque de flexibilité des systèmes de production. C'est le cas lorsque nous avons un problème de temps de changement de série. On ne peut pas fabriquer avec les petites tailles, donc on est obligé de mettre les grandes tailles. Donc ça va être la cause principale. Et c'est pour cette raison-là, c'est parmi les défauts de la planification, la production traditionnelle. Et production par îlot isolé, c'est une cause. Ça veut dire un poste, donc je reviens à ce schéma par exemple. Si ce poste-là, il travaille indépendamment de ce poste-là, ça veut dire selon sa capacité de production. Donc ça veut dire il y a des îlots de production isolés. On n'a pas donc une maîtrise de leur production et chacun, donc, il produit selon sa capacité de production. Donc ce qui va générer une amplification des stocks. C'est ça la production par îlot isolé. Ici, nous avons un long lead time. Donc, une fois nous avons un long lead time, ça signifie que nous avons des stocks intermédiaires gonflés. Donc, c'est une cause principale de l'effet de le coup de fouet. Ici, nous avons un manque de vision à long terme. Nous n'avons pas une visibilité par rapport à la production, la demande, etc. On peut tomber dans ce type de phénomène. Et également, si nous avons un problème de communication entre les différentes
les différents intervenants. Donc, entre les fournisseurs et les clients, s'il y a un problème de communication, ça peut générer ce coup de fouet. De toute façon, j'ai mis sur Moodle une vidéo sur le coup de fouet. Donc, vous pouvez le consulter pour voir, ça veut dire plus de détails tout simplement. Sinon, le principe, c'est ce que j'avais présenté à ce niveau-là. Donc, ça veut dire c'est des conséquences lorsqu'on va travailler généralement avec un système de production traditionnel qui donne beaucoup de soucis à l'économie d'échelle et également à la réalisation des lots de taille importante. Donc, on peut arriver jusqu'à ce que on peut donc se trouver avec le coup de fouet. De toute façon, vous connaissez l'équivalent en arabe, le coup de fouet. Je connais le fouet. Je connais le fouet بالعربية. Je pense que c'est saute. الصوت هو هذاك الصياط ولا الصوت. يعني c'est un coup de fouet. Déjà, ça, il est illustré à ce niveau-là. Ça veut dire lorsque vous allez le tendre, il va s'amplifier. Donc l'onde, il va traverser le bout que vous tenez jusqu'à la fin. Donc une amplification. Ignorer. Alors, pour dépasser ce problème, parmi les solutions, de toute façon, les conséquences, c'est les mêmes que j'avais évoquées sur stock. Voilà les conséquences sur stockage, perte de vente. Vous aurez un service au client qui est mauvais et également des problèmes de qualité parce que donc votre flux de production n'est pas stable et n'est pas donc maîtrisé. Donc ce sont des conséquences qui sont négatives. Alors c'est quoi la solution? Alors la solution, c'est le lissage de la charge pour réduire donc toute cette variabilité qui peut arriver à la chaîne de production, voire à la chaîne logistique. Alors, comment on va procéder? Donc, nous avons deux actions. Lissage des volumes de production. On va maîtriser le volume. Puis donc, lissage des types de produits à travers une meilleure combinaison des produits. Donc, ça veut dire, le premier, c'est une maîtrise de volume. Le deuxième, c'est une maîtrise des références à produire. Et on va donc générer une variété de produits. Alors, le symbole qu'on utilise à côté du processus, là, on va mettre le lissage de la charge, c'est celui-là. De toute façon, vous allez le trouver parmi les symboles de la VSM. Je ne sais pas, est-ce que je vous ai déjà expliqué ce type de symbole lorsqu'on a traité la méthode EGNK. Est-ce que je l'avais expliqué ou non? C'est quoi la signification d'IL? Le fait de mettre OX, OX, par exemple, ou là d'autres symboles. Est-ce que vous vous rappelez que je l'avais déjà expliqué? Non, oui. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non? Ok.
Alors, puisqu'on parle surtout pour le deuxième lissage, de toute façon, je vais détailler le lissage de volume et le lissage de type de produit. Alors, lorsqu'on traite le lissage des types de produits, ça veut dire qu'on cherche à mettre de la variété. On a la production traditionnelle, il va y aller vers les grandes tailles de l'eau. Ce n'est pas flexible, ça veut dire qu'on ne peut pas produire une variété importante des produits. Ça veut dire qu'on ne peut pas répondre aux besoins du client. Donc, selon son besoin, avec la référence demandée, avec la variété demandée. Alors, le symbole, il illustre tout simplement, lorsqu'on va produire, on va faire varier les références. On commence avec la première référence, celle-là, puis donc on va passer à la deuxième, puis on peut faire un changement de série pour revenir à la première, puis on fait un changement de série pour revenir à la référence X. Donc, ça veut dire qu'on peut générer de la variété. Donc, c'est un lissage surtout avec les types de produits. Et même, vous allez trouver parfois des symboles comme ça qui illustrent le lissage de la charge. Donc, je vais juste utiliser des couleurs. Vous allez trouver comme ça. Et le cercle. Donc, vous allez trouver également ce symbole pour indiquer qu'on a la possibilité de générer de la variété. Ça veut dire que je peux produire la référence, cette référence, triangle, puis le carré, puis donc le cercle, puis je reviens au triangle, le carré, puis le cercle. Donc, c'est juste pour illustrer qu'on a la possibilité de faire varier la production à travers une maîtrise et une minimisation de temps de changement de série. Donc, c'est ça la signification symbolique de ce symbole de lissage de la charge. C'est bon, c'est clair? C'est Oui, bon? monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Alors, je vais commencer par le lissage du volume de production, puis je passe le lissage des types de produits. Alors, pour qu'on puisse maîtriser ce qu'on va produire en termes de volume, il faut qu'on maîtrise le rythme de production. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un rythme ou un pas de production. Ça veut dire on va définir le pas de production. Ça veut dire à chaque pas, on va produire une quantité. Si l'unité de temps, c'est quoi le pas? Je parle d'un pas. C'est quoi le pas? C'est une unité de temps selon laquelle la chaîne de valeur va travailler. Par exemple, imaginez que mon pas, c'est 30 minutes. Chaque 30 minutes, je dois faire sortir une unité de conditionnement, un carton. De toute façon, 5 pièces. Donc, chaque 30 minutes, je sors 5 pièces. Ou là, un carton, par exemple, unité avec l'emballage carton. Et un ordre de fabrication sera émis à chaque pas de production. Donc, ça veut dire, pour rythmer le travail, donc on va transmettre un ordre de fabrication à chaque pas.
Donc, on va rythmer la production par des pas. Comme ça, donc, on va maîtriser combien on va produire. Si on va faire les calculs, par exemple, si je prends chaque 30 minutes, nous aurons un tableau d'affichage qui va comparer, ou là, qui va mettre en parallèle le temps et la production. Donc, 30 minutes, vous aurez, par exemple, un carton. 60 minutes de carton. La suite, etc. Donc, à travers même l'affichage lié au temps de production, on aura la possibilité de connaître combien il sera produit dans la chaîne. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on travaille avec un rythme qui va se trouver stable, ça vise à ne pas propager les aléas de la demande sur la production. Donc, ça veut dire les gens de production, ils vont travailler avec ce rythme-là sans se soucier de la variation de la demande. Ça veut dire qu'ils ne seront pas perturbés par la demande qui peut changer. Donc, et le rythme de travail sera ainsi préservé. De toute façon, je reprends ce que j'avais dit pour la méthode EGK, puisque c'est la même chose. C'est qu'on va travailler avec un rythme stable et répétitif. Ça veut dire qu'on va produire la même quantité, dans le même pas de production. Donc, et ça se trouve qu'on est protégé et on est donc loin des perturbations qui vont se faire à l'extérieur. Exemple. Donc, si on va prendre le pas de production, le temps nécessaire pour produire une unité de conditionnement standard, répondant à la demande du client. Alors, le pas de production qu'on va prendre, c'est le temps nécessaire pour produire une unité de conditionnement. Ça veut dire un carton, ou là une unité, ou là une palette, ou là, comme je l'avais dit, un carton. Comme je l'avais expliqué, ça veut dire on va prendre par exemple 30 minutes et à chaque 30 minutes, on va produire une unité, ou là on va produire une palette, ou là un carton. Selon là, pour répondre de toute façon à la demande du client. Alors, si nous avons le temps pour produire une unité, c'est 18 secondes. Le temps pour produire une palette de 100 unités, c'est 1800 secondes, c'est 30 minutes. Alors, le pas de production qu'on va utiliser, c'est 30 minutes. Alors, chaque 30 minutes, on va faire sortir un carton, une palette. Donc, au bout de 4 heures, on aura donc 4 palettes. Plus que 4 palettes. 4 heures, 8 palettes. Monsieur, donc c'est un temps de cycle, mais pour une unité de conditionnement, pas par unité. Là, on l'a choisi de toute façon pour rythmer notre production. Ça veut dire ce rythme de travail, il va être utilisé par la production, ce qui va donc respecter le rythme de travail sans se soucier des perturbations qui vont arriver chaque fois au niveau de la demande. Et même au niveau ça veut dire la planification, ça se trouve que c'est simple. C'est-à-dire on va planifier, puis on va rester stable avec un rythme de production. Et comme ça, on ne va pas générer plus. Là, on va mettre un stock excédentaire. Et là, on a tout fait pour répondre à la demande avec une stabilité. Si jamais il y aura une perturbation, on va réserver notre production avec ce pas-là. Donc ça, c'est le premier exemple de pas. Sinon, on peut prendre le pas, c'est le temps de cycle de processus régulateur. Donc si on travaille avec le processus régulateur, son temps de cycle, ça va être le pas de production.
Donc, comme ça, c'est le processus régulateur qui va imposer le rythme de la chaîne. Par exemple, le temps de cycle de processus régulateur, c'est 10 minutes. Alors, chaque 10 minutes, on va faire sortir soit une unité, soit un emballage en termes de carton, en termes de bac, etc. Ben, une caisse. Alors, est-ce que c'est clair pour cet exemple de pain, que ce soit le premier ou le deuxième? Est-ce que c'est clair? Pas clair? C'est clair, monsieur. فهمتش انا واش راكم متبعين معايا ولا راكم كاع ما متبعينش. Je trouve que une minorité qui réagissent par rapport à, ça veut dire à mes questions là, à mes interrogations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, c'était le lissage par volume. Ça veut dire on va maîtriser le volume. Par la suite, on va voir par type de produit. Donc, ça veut dire pour maîtriser la variété. Alors, là, on va reprendre tout simplement, comme je l'avais signalé, la méthode IGNK. Donc, on va produire d'une manière régulière une petite quantité de chaque produit, de chaque type de produit. Donc, chaque produit, on va produire une quantité. Ce qui a pour effet de réduire les stocks et les problèmes de toute façon, même de coup de fouet, et accorde une plus grande flexibilité et réactivité à l'entreprise. Donc, comme ça, on aura donc, la variété souhaitée par le client et on aura moins de soucis avec les stocks parce que donc on travaille avec des petites quantités, avec la taille du lot la plus petite possible. Alors, c'est ça la configuration d'une production sans mixage des produits. Donc, c'est une production même sans lissage. Lundi, on va produire le produit 1, mardi, le produit 2 et mercredi, le produit 3. Ça veut dire toute la journée, il est consacré à un produit donné. Si on va mettre une production avec lissage de la charge, on aura ce type de configuration. Ça veut dire chaque jour, on aura à produire les 3 produits avec des petites quantités. Donc, on aura un rythme de production qui est stable et répétitif. Alors, comme ça, on a terminé avec le lissage de la charge. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, je vous demande, pour ne pas oublier, donc il fallait télécharger le logiciel Hydromax. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou là je dois vous écrire ça comme ça vous allez le Hydromax ou là un autre logiciel de votre choix et prendre comme étant un exemple la VSM que vous avez, que je vous ai montré. Donc c'est ça le travail que je vous demande de réaliser. Alors, avant de quitter, s'il vous plaît, donc mettez sur le chat donc salam, tout simplement.
Comme ça, donc, je peux enregistrer la présence. Donc, il y a 55 personnes. Donc, s'il vous plaît, s'il y a donc Sator, Sator, il doit rester jusqu'à la fin. Sator, معنا حاضر ولا ما حاضرش؟ Est-ce que vous m'entendez, Sator il a كاين؟ ساتور إلا كنتي باقي معنا إلا كنتي أصلا معنا il faut rester jusqu'à la fin كتسمعني ولا لا؟ Donc si vous êtes présent, activez le micro pour réagir. Est-ce que tout le monde a mis sa présence? Donc n'oubliez pas de mettre votre présence s'il vous plaît. Faites-le tout de suite.